Salut la compagnie. Alors, première chose que vous me faites le plaisir de prendre un petit café. Je pense qu'on est là pour, pour un bout de temps. Deuxième chose que vous faites, vous mettez des gros likes les mecs et les nanas. Parce que je trouve que vous vous relâchez un peu sur les gros likes. Et je sais que quand je vous dis de mettre des gros likes, en général, bah voilà, ça envoie les vidéos beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et ouais, aidez votre copain Victor, quoi. On n'est pas des... on est des mecs cool, donc on met des gros likes à son copain Victor. Alors, dans cette vidéo, c'est possible qu'on parte un petit peu en roue libre. Mais pas sur des sujets politiques, on va partir en roue libre dans ma mémoire parce que je voudrais vous proposer un comparatif, le truc complètement égocentré, un comparatif entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, c'est, enfin voilà, évidemment qu'une matière de base que j'ai pour faire des vidéos, c'est ma mémoire et mon expérience. Et l'objectif, c'est un petit peu de partager avec vous ce qui change en mieux dans la vie quand on commence à investir. Et il y a pas mal de choses qui changent quand on commence à investir. Donc je vais me plonger là-dedans, avec vous. Je vais vous emmener en voyage dans à quoi ressemblait une journée dans ma vie d'avant, et on va comparer avec ce à quoi ressemble ma vie aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que ça vous motive à faire les changements nécessaires, à passer les étapes nécessaires pour vous rapprocher de la liberté financière. Alors, ce qu'on va faire... Non, il y a un petit truc que je voulais faire avant. Je voulais vous faire un petit update sur le sujet des options. Vous savez, je vous avais dit qu'une option, ça avait une vie en soi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, depuis que j'ai lancé l'option? Vous voyez que Total a baissé par rapport au moment où j'ai vendu l'option. Et donc ça, vous voyez que c'est le prix moyen auquel j'ai vendu l'option. Ça, c'est le prix que coûte l'option aujourd'hui. Et donc pourquoi j'ai une plus-value latente positive? Parce que si je voulais sortir de cette position, je pourrais racheter l'option moins cher qu'au prix où je l'avais vendu, vous voyez, et ainsi me sortir de cette obligation vis-à-vis de, voilà, cette obligation qui me contraindrait à vendre mes actions Total, bah voilà, pour 57 euros, si d'ici au 18 août, eh bien, le prix de Total augmentait, voilà. Mais bon, c'est pas ce que je vais faire, je vais pas m'amuser maintenant à commencer à jouer avec cette option, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je pourrais décider de sortir de cette option avec un petit bénéfice en la rachetant, mais je préfère laisser courir le truc. Alors ceci étant dit, je vais me replonger avec vous dans ma vie d'avant. C'était une vie qui était assez agréable hein, par rapport à la vie, j'imagine que beaucoup ont eu. Ça, si vous voulez, c'est l'avenue qui s'appelle l'avenue Franklin Roosevelt, où se situait mon université. Regardez, c'est joli, là vous avez le bâtiment qui s'appelle le bâtiment A. J'ai fait la première partie de mes études, mon master, je l'ai fait dans ce bâtiment. Voilà, vous le voyez ici, c'est bien sans les travaux, donc qui est un bâtiment qui ressemble un petit peu à un hôtel particulier, et il abritait à l'époque où j'étais étudiant un master, enfin plusieurs masters en études européennes, et c'était une formation qui est très intéressante, où j'avais de l'économie, de la science politique, du droit, de l'histoire, beaucoup de cours d'histoire, et j'avais également un cours de rhétorique, et c'est parce que j'ai eu un cours de rhétorique avec un professeur que j'ai beaucoup apprécié, elle s'appelle Emmanuel Damblon et je l'embrasse, c'est parce que j'ai eu un cours de master en rhétorique, j'ai trouvé ça super intéressant, qu'ensuite j'ai décidé de faire mon mémoire avec cette directrice, et vu que je travaillais bien, après avoir travaillé pendant un petit moment dans un think tank, j'ai obtenu une bourse pour pouvoir faire un doctorat, et ensuite après ce doctorat, j'ai fait des post-docs, dont un à Oxford, et c'est comme ça que j'ai passé pas mal de temps à l'université. Donc, à quoi ressemblaient mes journées? J'arrivais souvent par là, vous voyez, je marchais un petit peu le matin, j'arrivais par ici, je prenais un petit café sur le chemin, parce qu'il y avait pas mal d'endroits sympas pour prendre des cafés. Très belle ville, Bruxelles, hein. Je reviendrai sans doute à Bruxelles, là pour le moment je suis entre les deux pays, je suis entre la France et la Belgique, mais je me réinstallerai avec plaisir dans cette ville. Voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup, je conseille. Vous pouvez vous planter en allant à Bruxelles, hein, parce que le centre est pas si sympa que ça. Ils essaient d'améliorer le centre, mais vous voyez le centre de Bruxelles, vous avez des trucs comme le Manneken Pis, ce genre de trucs, ça peut être un peu décevant. Autant la grande place est très cool, il faut voir la grande place, hein, c'est magnifique. Autant le quartier du centre, c'est pas le quartier le plus sympa. Moi, mon quartier à Bruxelles, c'est XL, donc ouais, je sais pas si ça va vous dire grand chose, mais c'est un quartier qui est très vert, quoi. Donc vous voyez là, vous avez un bois qui est très sympa, qui s'appelle le bois de la Cambre.
Voilà, ça c'est le quartier d'Ixelles. Là vous avez les étangs d'Ixelles, la fameuse place Flaget. Enfin bref, on va pas se faire une session de tourisme, mais juste pour vous dire, c'est un quartier qui est très sympa ici. Donc vous avez d'un côté l'université, de l'autre côté vous avez des ambassades et des petits hôtels particuliers, et là vous avez le début d'un bois, d'un petit bois qui est un joli parc, et ça débouche sur une forêt, donc très sympa. Donc moi j'allais pas dans ce beau bâtiment, le beau bâtiment qui était historique, j'allais dans ce bâtiment. Non, j'arriverai pas à vous dire où était la fenêtre de mon bureau, mais c'était dans ces eaux là, voilà, parce que j'étais au 8e étage. J'étais à l'étage où il y avait des bureaux de psychologie, sciences cognitives, linguistique aussi, et donc c'est là que j'ai passé pas mal de temps. Alors, donc j'arrivais comme ça par cette porte-là, je prenais l'ascenseur, j'arrivais dans mon bureau et je commençais mon travail. Et donc mon travail, ça consistait à lire beaucoup. Je lisais beaucoup d'articles de gens dans mon domaine, je lisais aussi des ouvrages dans mon domaine, avec toujours pour objectif d'identifier des idées qui étaient peut-être pas suffisamment développées, ou alors des idées qui me semblaient un peu étonnantes pour pouvoir faire de nouveaux tests de mon côté, et comme ça essayer de faire avancer la connaissance de mon domaine. Et donc mon domaine c'était quoi ? Mon domaine c'était une réflexion sur comment on fait des discours efficaces, donc c'est la rhétorique. Et dans cette discipline rhétorique, vous avez des ressources qui sont antiques, qui viennent de la Grèce antique et de la Rome antique. Et ce qui était super stimulant au moment où je faisais mes études, c'est que vous aviez toutes les avancées des sciences cognitives, des neurosciences et de la psychologie sociale qui permettaient de confirmer ou d'infirmer certaines intuitions. Parce que la rhétorique, c'est à la croisée de la littérature et de la psychologie. Vous avez besoin de vous nourrir de littérature pour pouvoir trouver des formes de discours qui sont originales et qui vont pouvoir capter l'attention du public, mais votre objectif c'est que le discours produise un effet sur l'esprit des gens qui l'écoutent. Et donc pour savoir si un discours produit un effet, si on ne veut pas faire quelque chose qui est un peu comme ça au doigt mouillé, il y a des techniques de psychologie sociale qui permettent d'évaluer ce genre de choses. Alors bref, donc je me mettais à mon bureau, je lisais, je travaillais, et puis en général sur les coups de 11h, disons 10h30, 11h, j'avais une première, j'appelle ça une attaque de sens. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, un truc de ce genre là, parce que j'adorais mon métier, mais la question c'était est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose d'efficace, est-ce que je suis vraiment en train de construire une carrière. Il y avait plusieurs choses qui me faisaient douter. C'est que déjà à l'époque on parlait beaucoup des pouvoirs de l'intelligence artificielle, et je me disais, mais est-ce qu'on aura encore besoin de gens qui sont capables de faire des discours efficaces à l'heure des intelligences artificielles. Et donc ça, si vous voulez, c'est un des premiers trucs qui a changé dans ma vie quand j'ai commencé à investir. C'est que quand vous commencez à investir, vous pouvez participer à d'autres aventures que la vôtre. Ça veut dire que quand on investit dans Microsoft par exemple, on sait que si l'intelligence artificielle se développe énormément, on en bénéficie d'un certain côté. Et on est beaucoup plus à l'aise à faire all-in sur un domaine spécifique du savoir si on sait qu'on n'a pas tous les œufs dans le même panier. On a notre parcours entrepreneurial qui est dans un domaine particulier, et autour de ça on peut participer à d'autres aventures entrepreneuriales. Et donc si j'avais eu vent de l'investissement pendant que j'étais en train de faire ma thèse, je pense que j'aurais vraiment pu évacuer cette crainte un jour d'être disrupté en me disant voilà, une partie du salaire que tu gagnes, tu commences à l'investir, et ça permet de diluer ton risque. Ça c'est quelque chose qui est hallucinant pour la plupart des gens, pour les gens qui sont loin de l'investissement, c'est que les gens pensent qu'investir c'est risqué, alors que moi je vois vraiment l'investissement comme une manière de diluer le risque. Donc j'avais de temps en temps, j'étais en train de travailler, et puis de temps en temps j'avais ce premier genre d'attaque du sens. Est-ce que t'es pas en train de faire all-in sur le mauvais cheval en fait? Est-ce que t'es pas en train de perdre ton temps, de construire un paquet de connaissances et de savoir dans un domaine qui finalement ne tient qu'à un fil? Il faut dire qu'à l'époque j'avais pas encore découvert les réseaux sociaux. Le travail que je faisais, les idées que je développais, elles échouaient dans des revues qui étaient lues par personne, qui étaient lues par le comité de lecture qui était là pour valider ou pas l'article. J'avais quelques collègues qui les lisaient. En fait, le seul débouché, le débouché le plus intéressant que j'avais à mes idées à l'époque, c'était quand je donnais cours. J'avais de temps en temps des classes de 3e année de licence et de master, et là c'était cool. Là j'avais peut-être parfois une cinquantaine, une centaine de personnes pour partager mes idées, et là c'était cool. Mais voilà, par rapport à ce que c'est quand on commence à créer du contenu, c'est autre chose en termes de diffusion d'idées. Mais donc à l'époque je connaissais pas les réseaux
réseaux sociaux, je savais pas qu'on pouvait les utiliser pour être non pas un consommateur, mais un créateur, et ça c'est un autre truc que j'aurais aimé connaître à l'époque. Ça m'aurait beaucoup amusé de savoir que c'était possible de toucher un public beaucoup plus large que les gens qu'on avait directement autour de nous. Donc j'avais cet autre type d'attaque de sens. T'es en train de travailler, t'es en train de développer plein d'idées, mais il y a très peu de gens qui les lisent, il y a très peu de gens qui sont intéressés par ce que tu fais, donc comment est-ce que tu pourras avoir de l'impact? Donc j'avais ce genre d'idée, vous voyez, quand on est chercheur, c'est ça qui se passe, hein. C'est qu'on se plonge dans des choses qui sont extrêmement complexes, et on a des illuminations, on se dit putain mais c'est super intéressant, là je suis en train de toucher à quelque chose qui est vraiment passionnant, et puis après on dézoome un petit peu et on se dit mais tout le monde s'en fout. C'est pas si grave en fait que tout le monde s'en foute, parce que quand on est chercheur, on n'est pas là pour on n'est pas là pour enfin voilà, on est là vraiment pour on n'est pas là pour être un généraliste, on est là pour être un spécialiste, mais de temps en temps on a des attaques de sens où on se dit mais en fait je suis en train de travailler sur un truc, personne sait ce que c'est, tout le monde s'en fout, et en gros si je disparais, les choses sur lesquelles je travaille disparaissent avec moi. Donc j'avais ce genre d'attaque de sens. Voilà, après j'arrivais à me remobiliser, et puis on arrivait vers l'heure du déjeuner, et là il y avait deux options. L'option que je préférais, c'est quand j'arrivais à me casser à esquiver tout le monde, et donc ce que je faisais c'est que j'allais prendre un paquet de spaghettis dans un bol là, enfin je sais pas, dans un bol, dans une espèce de cup là, une cup de spaghettis. Je faisais un mix assez surprenant souvent, je faisais un mix entre carbonara et arrabbiata. On avait la possibilité de mettre plusieurs sauces, et donc j'aimais bien relever une carbonara en mettant une sauce arrabbiata dedans. Bref, donc je dépensais 3,90€, hein, 3,90€, je tiens aux 90, et je me faisais comme ça un petit plat de pâtes en écoutant l'after-foot, et là j'étais content, j'étais tout seul comme ça dans ma bulle, je prenais le temps de manger, d'écouter des choses qui étaient voilà, j'écoutais j'aime bien le football, c'est comme ça, j'aime bien le football, et quand on aime quelque chose, on aime bien le débrief de cette chose, et donc c'est pour ça que j'écoutais des gens qui débriefaient les matchs que je n'avais pas manqué de regarder la veille. Ensuite, petit café, et je retournais à mon bureau, et là le moment de la digestion, on commence à avoir des pensées un petit peu plus sombres. J'y reviendrai. L'autre option, celle que je n'aimais pas, c'était quand je devais aller manger avec mes collègues. En fait, j'aimais bien mes collègues. Individuellement, mes collègues étaient très sympas, mais en groupe, on était épouvantable. Parce que quand vous mettez un groupe de gens qui sont financés par de l'argent public ensemble, on parle de deux choses. On parle du fait que les autres sont mauvais, et on parle du fait que l'avenir est sombre et catastrophique. On parle du fait que les autres sont mauvais, parce que, vous voyez, quand vous êtes dans un système comme ça, vous êtes payé par de l'argent public, il n'y a pas de mérite. Il y a très peu de mérite, vous voyez, l'argent qu'on gagne ne dépend pas vraiment de notre performance, ça dépend pas vraiment de nous. Donc on va avoir toujours un petit peu une suspicion sur, ouais, lui, il a obtenu tel financement, donc est-ce que c'est bien mérité? Personne n'en sait rien, et donc du coup, on peut en parler pendant longtemps, et on va se remettre près du bâtiment A quand même, c'est plus joli comme contexte que ce bâtiment qui ressemble un peu à un truc soviétique. Voilà, là c'est un panorama qui est plus sympa. Et on parle évidemment du fait que l'avenir est sombre, parce que dans ce contexte à l'université, je pense qu'aujourd'hui c'est encore moins bien. Vous avez régulièrement des réunions du je sais pas, du décennat, du rectorat, etc. Et ils expliquent qu'il y a de moins en moins de financement, qu'on sait pas trop comment ça va se passer, etc. Et donc c'est pour ça vu que l'argent qu'on gagne, notre salaire dépend des décisions politiques pour refinancer ou pas l'université, on a toujours cette boule au ventre de je peux travailler autant que je veux. D'une part, ça va pas dépendre de moi pour savoir si je vais passer à l'étape supérieure, et d'autre part, on ne sait jamais en fait. Il peut y avoir un moment où il y a tellement plus d'argent qu'on doit baisser notre salaire, etc. Voilà, donc si j'avais déjeuné avec mes collègues, et même si j'avais pas déjeuné avec mes collègues, avec le petit coup de barre d'après-midi, je pouvais brasser pas mal d'idées noires, et c'était des idées autour du fait que les contrats que j'avais, c'était des contrats qui étaient à durée déterminée. Ça voulait dire que je savais que j'avais une date de péremption de mon contrat, et que je devrais à ce moment-là passer par une nouvelle commission, et là j'aurais pu faire autant d'efforts que je pouvais. Il y avait une décision, ça pouvait être oui ou non, et cette décision ça dépend d'une part des choses qu'on a publiées, est-ce qu'on a été un bon chercheur, est-ce qu'on est cité, etc. Et donc je cochais pas mal de cases de ce côté-là, mais de l'autre côté il y a est-ce qu'on est dans les petits papiers, est-ce qu'il n'y a pas d'autres plans qu'on ne maîtrise pas, et là j'étais un petit
petit peu moins dans les petits papiers parce que vu que je suis vraiment quelqu'un qui... Enfin voilà, je suis très proche de ma famille et de mes amis, mais les collègues, c'est un concept que j'ai pas. J'arrive pas du tout en fait à avoir des relations cordiales du type aller au cocktail, machin truc, serrer des paluches, etc. C'est un truc que j'arrive pas. J'ai vraiment le concept famille-ami et j'ai vraiment du mal à avoir le côté connaissance, quoi. Voilà, j'ai peut-être un fonctionnement un peu d'ours basique, quoi. C'est j'adore ou je m'en fous. Donc voilà, en tout cas, j'étais pas dans les petits papiers de ce genre de truc, donc je savais qu'au bout d'un moment, je pouvais travailler autant que je voulais et ça allait me retomber sur le coin du bec. Et donc c'était comme ça, c'était à ça que ressemblaient mes journées. J'avais des moments où je me plongeais avec passion dans mon travail et des moments où je dézoomais et où j'avais donc ces 3 types d'attaques de sens. La première, c'est tu travailles peut-être dans un domaine qui n'a aucune importance et qui sera balayé par le marché. La deuxième, c'était tu travailles sur un domaine qui te passionne, mais peut-être que tout le monde s'en fout. Et puis la troisième attaque de sens que j'avais, c'était là tu te lances corps et âme dans ton domaine, mais tu peux travailler autant que tu veux. Et de toute façon, si les gens ne veulent pas te donner de financement, ça ne dépend pas de toi. Et donc c'était très désagréable parce que j'adorais ce que je faisais. Et enfin, vous voyez, les bouquins que vous avez dans la bibliothèque derrière, c'est pas des bouquins qui sont là pour décorer. C'est pas des bouquins qui sont là parce que j'ai envie de me la péter. C'est parce que j'ai vraiment accumulé pas mal de connaissances, pas mal de savoir dans un domaine, et c'était ma passion. On lit pas des milliers de livres d'un domaine dont on se fout. C'était vraiment ma passion de comprendre quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer par le discours pour pouvoir déclencher tel type d'émotion, tel type de comportement. C'est vraiment ma passion, mais je savais que cette passion ne dépendait pas de moi. Et si à l'époque j'avais donc découvert l'investissement, j'aurais été beaucoup moins stressé. Je me serais dit, mais regarde, au pire, tu commences à investir, et tu parviens à financer ta passion grâce à tes revenus passifs. En tout cas, j'aurais pu avoir cet espoir. Heureusement, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est que j'ai fini par ne pas avoir de contrat à l'université, et plutôt que de... En fait, quand on n'a pas de contrat à l'université, c'est pas catastrophique, parce qu'on peut se mettre au chômage. On peut se mettre au chômage et puis retenter, jusqu'à ce que l'université nous ouvre la porte. Mais moi, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et pourquoi j'ai osé me lancer en tant qu'entrepreneur ? Parce que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'avais même pas mis l'abonné, mais j'avais vu qu'il y avait quand même des gens qui regardaient mes vidéos, etc. Ça m'a permis quand même de me dire... ça t'appartient, tu vois. Tu peux créer quelque chose qui t'appartient. Si tu commences à créer une chaîne YouTube, si tu commences à créer du contenu, tu peux commencer à créer quelque chose qui t'appartient. Et cette notion de commencer à avoir un petit empire qui ne dépendait que de moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à avoir le courage de me dire, ok, tu te lances dans une voie qui n'a peut-être, qui est pas balisée, mais au moins ça dépendra de ton travail. Et donc j'ai découvert l'entrepreneuriat d'abord, et très rapidement ensuite j'ai découvert l'investissement, et donc tout a changé. Quand on commence à découvrir l'entrepreneuriat et qu'on découvre l'investissement, tout change, parce que évidemment qu'il y a des grosses galères, même aujourd'hui, quand je fais des vidéos, je suis content, je suis motivé, je suis stimulé, et j'ai envie de partager avec vous des choses qui me plaisent, mais il y a plein de moments où je pète des câbles, où j'ai peur, où je me dis mais ça marche pas, etc. Mais très rapidement, on peut se reprogrammer quand on est entrepreneur et investisseur, en se disant d'un côté, non mais ça dépend de toi, regarde, prends de meilleures décisions, forme-toi, change des choses peut-être souvent en fait quand on commence à avoir des idées qui déconnent, c'est qu'on mange pas bien, qu'on dort pas bien et qu'on fait pas assez de sport. Ça c'est vraiment la base des choses sur lesquelles on peut travailler. Et puis à côté de ça, il y a parle avec les bonnes personnes, fais-toi un programme d'apprentissage dans tel ou tel domaine. On a vraiment ce sentiment que la connaissance te libère. C'est ça qui est génial. Quand tu es chercheur à l'université, tu peux travailler autant que tu veux, il y a toujours un moment où tu as cette attaque et où tu te dis mais en fait, ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre d'une commission. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est les moments où je galère, je me dis, ça dépend de toi, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, c'est ton problème, donc tu vas te reposer, tu vas travailler et tu vas avoir une solution. Et ce qui est génial, c'est que quand il y a des moments où t'as un petit peu le coup de mou en tant qu'entrepreneur, eh bien, tu as ça qui est là pour rattraper tout, c'est que tu sais que tu as commencé à construire pierre par pierre
génères ton revenu passif, parce que tu as les dividendes qui commencent à arriver, que ces dividendes te donnent une nouvelle source de revenus, et tu sais que bah voilà, chaque euro que tu es capable d'investir commence à travailler pour toi et travaille à ta liberté. Donc la combinaison de ça, à savoir je commence à travailler pour moi, je commence à construire mon propre truc, et à côté de ça, tout l'argent que j'arrive à gagner, un maximum de l'argent que j'arrive à gagner, je commence à le faire travailler pour moi, bah ça permet d'avoir une vie où on est beaucoup plus souvent optimiste. Moi j'ai très rarement aujourd'hui des attaques de sens, enfin j'appelle ça attaque de sens faute de mieux, mais où je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, est-ce que je suis sûr que je suis engagé dans la bonne direction, est-ce que je fais a vraiment du sens? Ça n'arrive plus jamais. Évidemment, des fois on a des galères qui sont liées à l'administration, à ce genre de choses. L'administratif, c'est qui est un petit peu le cauchemar des entrepreneurs. Mais c'est pareil, c'est des domaines où on peut se former, on peut devenir beaucoup plus efficace sur ces questions-là, et ça dépend de nous. Après, évidemment, le travail de chercheur, c'est pas... J'imagine qu'il y a des domaines dans les entreprises où notre progression dépend quand même beaucoup plus de notre travail, où c'est peut-être évaluer beaucoup plus objectivement les paliers qu'on doit passer, les cases qu'on doit cocher pour pouvoir avoir une augmentation. Mais voilà, le fait de passer d'un travail salarié à un travail d'entrepreneur, c'est quelque chose qui m'a complètement libéré, donc je vous encourage vraiment à explorer cette voie, et évidemment, je vous encourage à investir où que vous en soyez, parce que ça, c'est de la liberté en barre. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers le courtier que j'utilise, mon courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière. C'est sur ce courtier que je reçois le gros de mes dividendes, et sachez qu'avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés sur vos premiers achats d'actions et d'ETF, ce qui signifie que vos premières positions seront tout à fait indolores. Et par ailleurs, si vous êtes tenté par l'aventure de créer un petit side business pour conquérir votre liberté d'entrepreneur, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la page Patreon où j'ai créé ça pour vous. J'ai créé une micro-entreprise. Micro-entreprise, je vous montre comment je la gère, comment je gère ma stratégie de contenu, comment je gère mes différentes sources de revenus. Je vous publie régulièrement des vidéos là-dessus. Vous pouvez me poser plein de questions sur la base de ces vidéos, parce que j'organise également une FAQ par semaine, et l'argent que je génère grâce à cette micro-entreprise, je l'investis dans le portefeuille alpha, qui est un portefeuille auquel ont accès les membres à cette page Patreon. Donc ça vous dit de passer un cap, vous avez plein de contenus exclusifs qui se rajoutent chaque semaine à cette page Patreon. Donc pour le prix d'un café par mois, 3 €, vous pouvez rejoindre tout ça. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.